Ces derniers temps, ce sont souvent les meme coins qui font la une des sites d'actu et des réseaux sociaux. On parle de ceux qui ont gagné des millions en un jour en achetant un jeton mentionné par Elon Musk sur Twitter, ou de ceux qui ont perdu des millions en achetant le dernier jeton Pump.Fun au sommet. C'est vrai, c'est pas nouveau, puisque ça fait un moment que Doge existe, et à l'époque cette communauté faisait déjà souvent parler d'elle, par exemple avec ce sponsoring d'un pilote de course NASCAR ou celui de l'équipe jamaïcaine de bobsled. Mais à l'époque il n'y avait pas que ça dans les news, on parlait aussi beaucoup de technologie. Alors aujourd'hui, pour ramener un peu l'équilibre, je vais vous parler dans cette vidéo d'un réseau plutôt innovant qui ne fait pourtant pas autant rêver les utilisateurs que Solana et son usine de jetons à jeter. Le réseau dont il est question, c'est Radix, dont le mainnet est sorti en 2021, peu de temps après Solana. Mais là où Solana a vu son prix multiplié par 200, pour Radix, ça a été plutôt calme. Et pourtant, d'après leur site, la version hyperscale de Radix serait capable de gérer 3 fois plus de transactions par seconde que Solana et 10 fois plus de swaps. Tout ça avec un réseau moins centralisé dont l'extensibilité est théoriquement infinie parce qu'elle serait corrélée linéairement au nombre de nos réseaux. Mais pour l'instant, au lieu de s'extasier sur des chiffres, nous allons voir ce que Radix propose d'original. En l'occurrence, il y a deux éléments qui méritent le détour. D'une part, l'architecture réseau et le mécanisme de consensus associé, et d'autre part, la manière dont sont traités les contrats intelligents. Comme c'est souvent la finance décentralisée qui fait saliver les investisseurs aujourd'hui, je vais commencer par les contrats intelligents et tout ce qui y touche. Sur Radix, la première chose à savoir, c'est que le réseau fait usage d'un langage dédié qui a été créé pour l'occasion. Tout comme Aptos, Solana et beaucoup d'autres, les créateurs de Radix ont cherché à se distancer de Solidity, le langage d'Ethereum qui a pourtant été plébiscité pendant très longtemps. En effet, ce dernier a beau être bien connu des développeurs qui travaillent dans la crypto aujourd'hui, ce qui est très utile quand on lance un nouveau réseau qui a besoin d'applications, il n'est pas parfait pour autant. Solidity a certaines caractéristiques qui sont un peu gênantes, comme par exemple sa vulnérabilité aux attaques de réentrance qui ont fait le beurre de beaucoup de pirates depuis 2016. Mais au-delà de ces soucis très techniques, qui demandent simplement une certaine expertise de la part des développeurs pour être évités, il y a aussi des problèmes structurels qui sont dus simplement au fait qu'Ethereum était le premier réseau à disposer d'une machine virtuelle Turing Complete. À cause de ça, il est assez simpliste. Il a été conçu pour permettre de faire n'importe quoi et c'est très bien, mais cette simplicité peut être un inconvénient. À l'époque, difficile de prévoir qu'il y aurait autant de jetons. Les NFT n'existaient pas et la finance décentralisée non plus. Alors, à l'exception de l'envoi d'Ethereum d'une adresse à l'autre, qui est quand même prévu au sein du langage Solidity, toutes les interactions possibles sur le réseau sont en fait réalisées sur mesure. Par exemple, sur Ethereum, les jetons sont des contrats intelligents, qui ont pour fonction de stocker le solde de compte associé à chaque détenteur du jeton concerné. Et de l'autre côté, les applications de finance décentralisée comme les plateformes d'échange sont aussi des contrats. Donc quand on échange 2 jetons sur Uniswap, il faut communiquer avec 3 contrats au minimum et tous les exécuter. Ce procédé consomme beaucoup de ressources et il ajoute beaucoup de risques qui pourraient ne pas exister si le système était mieux conçu. Pour cette raison, Radix traite les actifs différemment d'Ethereum. En effet, tout a été prévu dès le début pour accueillir les jetons créés par les utilisateurs du réseau et ils sont gérés de la même manière que le jeton Radix lui-même. Dans ce système, les jetons, fongibles ou pas, sont considérés comme des ressources à part entière plutôt que des informations stockées par des contrats intelligents. Lorsqu'ils sont créés, ils sont placés dans des coffres virtuels appelés Vaults. Et ces coffres dans lesquels les jetons se trouvent sont eux-mêmes gérés par des contrats intelligents, appelés composants sur Radix, qui déterminent leur logique et peuvent conserver des données en plus des jetons. Un seul composant peut gérer plusieurs coffres et conserver n'importe quel type de données. Et comme sur Ethereum, les composants définissent également leur propre interface pour que d'autres applications et les portefeuilles des utilisateurs puissent interagir avec. Avec ce système, il est possible de faire sur Radix tout ce qu'on peut faire sur Ethereum, mais plus rapidement et en consommant moins de puissance de calcul. Par ailleurs, un autre élément qui intéressera certainement les développeurs, c'est que les composants dont on vient de parler, les contrats intelligents, sont en fait conçus pour être des instances d'un modèle de contrat intelligent appelé Blueprint qui est déployé au préalable. Ce système favorise la réutilisation de modèles existants et il permet donc à l'écosystème Radix d'évoluer plus vite. Au lieu de redéployer un fork d'un contrat existant dans son intégralité, ce qui coûte très cher sur Ethereum, avec Radix on peut simplement déployer un composant qui fait référence à un modèle existant, puis indiquer les paramètres désirés pour le composant et occuper 10 fois moins d'espace sur la chaîne puisqu'on n'est pas obligé de republier tout le code du modèle. Et en plus de ça, ce qui est assez surprenant avec ces modèles, c'est qu'ils permettront à Radix de disposer d'une sorte de système de gestion de paquets, comme en disposent les systèmes d'exploitation Linux par exemple. Les modèles utilisés pour construire la finance décentralisée sur Radix pourront donc bénéficier d'un système de gestion des versions et les applications de finance décentralisée pourront facilement se mettre à jour si elles le souhaitent et utiliser la version la plus récente du modèle. Et pour faciliter encore plus la gestion des modèles, le réseau est par ailleurs doté d'un catalogue de modèles, une base de données qui les recense tous et qui permet de s'en servir plus facilement. Et pour s'assurer que les modèles qui y sont publiés sont les meilleurs possibles, une fonction de royalties a été intégrée,
Les développeurs dont le travail est le plus utilisé pourront donc rentabiliser leur activité et participer à la construction de l'écosystème Radix sans forcément avoir à créer une application tout entière, gérer une communauté, etc. Ce système est d'ailleurs disponible à la fois quand un modèle est utilisé par un développeur et quand un composant est utilisé par un utilisateur final. Et en parlant des utilisateurs finaux, Radix peut également leur apporter différents avantages. Le plus évident de tous, c'est qu'avec le système de gestion d'actifs intégré au réseau, les portefeuilles Radix peuvent tous afficher exactement quel est le résultat des transactions avant de les signer, ce qui n'est pas toujours le cas sur les réseaux comme Ethereum. Beaucoup de gens se font arnaquer en signant des transactions qui ne font pas ce qu'ils croient, mais sur Radix, ce problème disparaît à condition de savoir lire. En outre, ce qui n'a rien à voir avec les actifs, le réseau permet aussi la récupération décentralisée de portefeuilles avec des comptes intelligents sur lesquels on peut inscrire les membres de notre famille ou même simplement d'autres appareils qui nous appartiennent pour les autoriser à se réunir et récupérer notre clé si elle est perdue, ce qui est très utile aussi par exemple en cas de décès. C'est pas bien drôle de penser à ce genre de choses, surtout qu'a priori la plupart d'entre vous en sont encore loin, mais il vaut mieux prévoir à l'avance comment transmettre nos actifs, surtout si on a beaucoup investi. Quoi qu'il en soit, Radix a déjà beaucoup à offrir, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les applications qui s'y trouvent et l'expérience utilisateur. Mais tout à l'heure, j'avais aussi mentionné l'architecture réseau, et c'est ce qu'on va aller voir maintenant. De ce côté, il faut savoir que contrairement à Solana qui a été conçu pour être un bloc monolithique, Radix a choisi de s'orienter vers l'un des anciens objectifs d'extensibilité visés par l'équipe d'Ethereum, c'est-à-dire le sharding, qu'on appelle fragmentation en français. Depuis l'avènement de Bitcoin, la quasi-totalité des réseaux crypto a été composée d'un seul ensemble de validateurs par réseau. Et au sein de chaque ensemble, chaque validateur dispose d'exactement les mêmes données, à peu de choses près. Tandis que les réseaux fragmentés sont, comme leur nom l'indique, divisés en plusieurs petits morceaux qui travaillent ensemble comme une sorte de fédération de réseaux qui ont pour seule différence les données qu'ils conservent. Au départ, c'était la piste privilégiée qui était étudiée pour améliorer Ethereum, mais avec l'avènement des rollups, ce changement en profondeur de l'architecture réseau, qui demande beaucoup de travail, a été jugé non nécessaire. Radix en est devenu d'autant plus intéressant. Ici, cet objectif n'a pas été abandonné et il est en passe d'être atteint. En effet, le Radix que vous pouvez utiliser à l'heure actuelle ne comprend que 100 validateurs parce qu'il s'agit en fait d'un seul fragment, qui fonctionne comme n'importe quel autre réseau crypto depuis son lancement. Et ce n'est pas sur cette version actuelle que portent les chiffres qu'on a vus au début. Les 3 millions de transactions par seconde, c'est avec le sharding. Pour l'instant, les performances du réseau sont donc un peu plus faibles, même si de toute façon, elles sont largement suffisantes pour les utilisateurs qu'il a aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que tout ça fonctionne ? La base sur laquelle Radix repose, c'est le mécanisme de consensus Cerberus qui a été créé pour Radix. Il s'agit d'un système à la fois conçu pour mieux gérer les contrats intelligents, pour faire usage des nouvelles techniques apportées par le mécanisme de consensus Hotstuff, et évidemment, pour fonctionner sur un réseau fragmenté. C'est d'ailleurs très certainement pour cette raison que ce mécanisme a été nommé Cerberus, comme le célèbre chien à 3 têtes qui garde les enfers. Car lorsque le réseau est fragmenté, les portefeuilles et les actifs qui ont été créés peuvent se trouver sur différents fragments. De ce fait, pour que tout marche bien, il est nécessaire de faire en sorte que les différents fragments puissent rapidement coopérer comme les 3 têtes de Cerbère et parvenir à un consensus sur les interactions qui concernent plusieurs d'entre eux. Si un portefeuille sur le fragment A veut interagir avec un contrat intelligent sur le fragment B, il faut pouvoir communiquer et s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur ou de fraude, et ce, sans trop perdre de temps pour éviter de dégrader la performance du réseau. Pour cela, avec Cerberus, les fragments fonctionnent de façon essentiellement indépendante quand ils n'ont pas d'interaction interfragment à gérer. Par exemple, sur ce graphique où tous les fragments sont numérotés S1, S2, etc., la première et la dernière interaction ne concernent qu'un seul fragment. Dans ce cas, les nœuds qui gèrent ce fragment fonctionnent de manière autonome. C'est dans les cas suivants qu'il y a des interactions qui touchent à plusieurs fragments. À ce moment, la procédure est la suivante. D'abord, on fait la liste des fragments affectés et on détermine dans quel ordre chaque fragment est affecté. Ensuite, on forme une espèce de macro-fragment temporaire qui est constitué de l'ensemble des nœuds réseau de chaque fragment et qui travaille pour déterminer comment tout ça doit être traité. Et une fois que ce plus grand ensemble parvient à un accord, le groupement est dissous et les nœuds de chaque fragment passent à la suite pour leurs transactions respectives, jusqu'à ce qu'ils aient besoin de travailler ensemble à nouveau. Ce procédé est répété et effectué concurremment entre de multiples groupes de fragments pour arriver à des performances supérieures à celles de Solana, sans pour autant nécessiter une performance matérielle aussi élevée. Mais évidemment, le sharding n'est pas la seule optimisation dont Cerberus fait usage. Notamment, le langage utilisé par Radix et la structure de la couche application permettent aussi d'optimiser le consensus et de mieux paralléliser le traitement des transactions. Tout a été pensé pour le sharding. En effet, le Radix Engine a recours à plusieurs méthodes permettant d'atteindre cet objectif d'extensibilité infinie. D'abord, les transactions générées sur Radix doivent être présentées au nœud réseau avec une liste des objets référencés et une cartographie des fragments des réseaux affectés par la transaction. C'est notamment rendu possible par une couche d'indexation dédiée qui permet de rapidement savoir où se trouve chaque objet et chaque portefeuille sur le réseau, comme une sorte de moteur de recherche utilisé en arrière-plan par les portefeuilles pour élaborer les transactions.
De cette manière, lorsqu'une transaction touche plusieurs fragments, les nœuds réseau ne perdent pas de temps à communiquer pour déterminer quels fragments sont affectés. Ensuite, comme je l'ai mentionné précédemment, les jetons sont des objets à part entière plutôt que simplement des lignes de comptabilité dans un contrat intelligent. Ça permet de beaucoup réduire la puissance de calcul et la bande passante utilisée pour des transferts d'actifs. Quant aux contrats intelligents, ils sont également gérés différemment en général. Radix fait notamment usage de la théorie des intentions, dont on avait parlé précédemment à l'occasion de l'arrivée du réseau Anoma. Car si on crée un réseau destiné à être utilisé par des millions d'utilisateurs en même temps, il est fort probable que plusieurs utilisateurs publient au même moment des transactions ayant toutes pour objectif d'acheter le même jeton à travers la même plateforme d'échange décentralisée. Ce type d'événement génère parfois des conflits. Le premier à voir sa transaction validée réussit et tous les autres échouent parce que le jeton spécifique qu'ils voulaient acheter a disparu, alors même qu'il y en a d'autres de similaires qui sont disponibles à des prix comparables. Pour éviter ces situations et maximiser la satisfaction des utilisateurs ainsi que la vitesse de traitement des transactions, Radix fait donc usage des intentions qui permettent d'esquiver ce type de problème. Enfin, toujours pour accélérer le traitement des transactions, sur Radix, chaque contrat intelligent ainsi que les données qu'il a besoin de conserver et toutes les ressources qu'il contient, comme des jetons, se voient assigner un fragment unique, afin d'éviter que le déclenchement d'un contrat intelligent requiert systématiquement l'intervention de plusieurs fragments du réseau. Lorsqu'un contrat donné se trouve toujours dans son intégralité sur un seul fragment, on peut maximiser les bénéfices apportés par la fragmentation dans la plupart des cas. Après, un utilisateur peut évidemment toujours déclencher des interactions qui requièrent la participation de plusieurs fragments, c'est juste qu'il faut essayer de limiter ces scénarios au maximum, parce que plus il y a de nœuds qui participent à la validation d'une transaction, plus le réseau est lent, même s'il reste rapide dans les deux cas, par rapport à une vieille blockchain comme Bitcoin. Alors voilà, Radix c'est un réseau qui apporte beaucoup d'innovations en matière d'extensibilité et que j'ai hâte de voir grandir. Parce que comme je l'ai mentionné, pour l'instant il n'y a qu'un seul fragment actif sur le mainnet de Radix. Et si je vous parle de ce réseau aujourd'hui, c'est parce que la fragmentation va bientôt arriver. L'équipe Radix est en train de tester la version hyperscale du réseau et n'importe qui peut les rejoindre pour ces tests en allant sur ce canal Telegram. Il faudra parler anglais et disposer de quelques compétences techniques pour participer, mais je suis sûr que les plus enthousiastes parmi vous pourront le faire. En tout cas, comme d'habitude, je vous laisse tous les liens utiles en description et j'espère qu'on se reverra très prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. A bientôt!